Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Amanda Rougira, Excellences, Monsieur le bourgmestre de la ville de Namur, Mesdames et Messieurs, rescapés, Madame la députée fédérale au milieu de nous, distingués invités, chers compatriotes, amis, concitoyens, il est des événements qu'on ne dit pas célébration, parce que parfois, en parlant de commémoration, je me souviens, nos enfants parfois nous demandaient maman, vous allez fêter le génocide? Parce que quand il y a rassemblement, il y a célébration forcément. Mais c'était un rendez-vous obligé, un rendez-vous, un devoir. Et 25 ans se sont écoulés. Chère Angélique, merci beaucoup. Merci de livrer ton témoignage. Comme tu l'as si bien dit, on ne peut pas, par les mots, par les quelques minutes qui nous sont imparties, raconter la peur, raconter la traque, raconter tout ce passage et toute cette nuit longue, presque éternelle, que nous avons vécue pendant 100 jours. Et donc ces 25 ans se sont écoulés et ont coulé avec une part de nos vies, la quasi-entièreté des familles, sinon une totalité des familles effacées. Pour raconter la tragédie, comme Angélique l'a si bien fait, trois cigaliers, nous sommes restés pour raconter ce qui s'est passé. Live to tell. Et aujourd'hui, pour vous raconter ce qui se passe, les rescapés témoignons. Nous rappelons cette histoire, nous rappelons pas pour faire mal à qui que ce soit, mais pour dire que si l'on dit plus jamais ça, il faudrait qu'on dise cela, qu'on dise ça, et qu'on nomme cela. Mesdames et messieurs, le printemps de 1994, comme mes prédécesseurs l'ont bien mentionné, était juste une solution finale, mais le plan d'exterminer les Tutsis existait depuis longtemps. C'était un plan qui avait trouvé ses racines dans des divisions qui ont été déjà semées dès la colonisation. Et ces divisions, pour mieux régner, divisaient un peuple, le classer dans les ethnies, alors que ce peuple vivait avec des principes, avec une structure, avec une culture, avec ce qui fait un peuple. Sauf que lorsqu'on change la configuration d'un peuple, on y insuffle d'autres choses, d'autres éléments qui ne sont pas propres à cette culture, à ce peuple. Donc 1994 nous trouve en vacances de Pâques. Et ce que nous apprenons aujourd'hui, il paraît que la date butoir du génocide était prévue le 3. Et le 3, c'était Pâques. Vous vous souvenez très bien tous que le 3 avril 1994, c'était le jour de Pâques. Et c'était prévu pour surprendre les gens dans la fête. Mais les plans ont été changés parce que mes Pâques risquaient de trouver plusieurs étudiants qui ne sont pas encore rentrés à la maison. Et là, ça allait faire rater le plan de trouver, d'engloutir le plus grand nombre comme c'était prévu qu'aucun ne devait survivre. Et alors, vous vous souvenez tous que le 3, déjà à la radio, cette radio, nous entendons cette voix célèbre de Cantano qui dit « Le 3 et le 4 ». Il va se passer quelque chose. J'ai l'impression que parfois on oublie, lorsqu'on nie que le génocide était préparé, il y a tous ces messages qui disaient déjà certaines choses, certains secrets qui sortaient. Et le journaliste, il fait comme s'il vendait la mèche. Il parle du 3 et du 4. Et il dit d'ailleurs, le 7 et le 8, il va se passer quelque chose. Alors bien souvent nous entendons que le génocide, c'est comme une colère spontanée. Un soulèvement des voisins contre leurs voisins. Non, un plan qui a mûrement été pensé
a abouti en 1994 lors de l'étincelle, l'avion du président qui est abattu. Et bien souvent, je pose la question à ceux qui discutent, qui aiment bien discuter, parce que les gens aiment bien discuter sur le génocide. Et je pose la question, comment ça se fait que dans cet avion, il y avait deux présidents des pays qui sont presque semblables, avec presque les mêmes soucis, les mêmes problèmes ethniques, mais que seulement au Rwanda, c'est le génocide qui prend place. Pourquoi pas au Burundi, puisqu'on a presque les mêmes configurations. Le génocide de 1994, pour nous rescapés, c'est une page noire, c'est une page sombre, mais c'est une page que nous devons raconter, parce que sinon, nous ne savons pas revenir dans cette vie dont Angélique parle. Nous ne pouvons plus vivre si nous ne vous racontons pas ce avec quoi nous vivons tous les jours. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire tout simplement que Ibuka, mémoire et justice, donc mémoire, c'est un tort que d'oublier ce qui s'est passé, et justice, parce qu'il y a encore beaucoup de justice à faire. Il y a encore une justice à trouver. Et cette justice, elle sera notre quête jusqu'à la fin de nos jours, parce que nous avons encore des bourreaux qui se baladent. Nous avons pas seulement des bourreaux qui se baladent, mais des paroles meurtrières qui renaissent et qui pourraient tuer aujourd'hui les quelques survivants que nous sommes. Et alors nous racontons. Non, ce n'était pas une colère spontanée, ce n'était pas un soulèvement, c'était une solution finale. Aucun coin du pays ne fut épargné. Et ça, c'est encore une question parfois que nous rencontrons et on nous pose la question, mais comment ça se fait que dans tout le pays, mais oui, aucun coin du Rwanda n'a été épargné. Et alors vous entendez cet avion qui tombe à Kigali, mais les gens sont menacés à Kibuye et dans tout le pays, les maisons sont prises d'assaut. Le Hutu Power qui déjà scandé plusieurs messages depuis quelques années, depuis les années 90. On a une ébullition dans le pays, ce changement, une sorte d'ouverture médiatique et politique, mais en même temps une bonne diffusion de haine sur la radio, dans les journaux, et le tout fait pour rassembler le Hutu. Tous ceux qui se sentent de l'identité Hutu doivent se sentir obligés de rentrer dans un plan qui est en cours. Et Angélique nous raconte si bien, nous entendons un Hutu qui cache quelqu'un, et puis à un moment donné, non, vous devez partir. Nous avons eu des Hutus qui ont sauvé d'un côté, qui ont tué de l'autre côté. Et cela s'appelait travailler. Et si aujourd'hui, si nous vous parlons de cette page du génocide, si nous commémorons aujourd'hui, c'est pour tordre le cou certaines idées, comme quand on nie l'existence de l'autre. Les Tutsis étaient des cafards, les Tutsis étaient des serpents, et donc les gens se sont retrouvés dans une idéologie, et j'entendais encore quelqu'un hier dans un documentaire, qu'à un moment donné, les gens tuaient sans savoir pourquoi ils tuaient. Il fallait juste tuer. Et si nous transmettons la mémoire aujourd'hui, nous devons aussi éduquer la nouvelle génération, nos enfants, surtout aussi autour de nous, que parfois la réflexion est importante. Être embrigadé dans une idéologie parce qu'on l'a dit, parce qu'un politicien l'a dit, parce que ça se dit à la radio, alors peut-être que c'est vrai. Non, nous sommes obligés, 25 ans plus tard, d'exercer la réflexion pour revenir vraiment dans la vie. 1994 nous ont apporté 1 million que nous rendons hommage aujourd'hui, mais aussi quelques personnes qui ont essayé de s'opposer. Nous avons les 10 casques bleus qui furent comme, je pourrais dire, des boucs émissaires
pour envoyer un signal que personne ne peut s'opposer à ce qui est en cours, même si ce sont des étrangers. Et donc là, tout le monde prend peur, et alors nous vous racontons aussi l'abandon que nous avons subi. Nous avons le retrait de tout ce qui était venu comme pour maintenir la paix, et c'est à ce moment-là que le Rwanda sombre. Comment vous rappelez ces nuits sombres, cette pluie? Comment vous rappelez l'angoisse des parents qui ne savent pas protéger leurs enfants? Comment vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui aiment bien oublier que les femmes furent violentées et violées, et aujourd'hui elles en meurent encore de ces blessures d'il y a 25 ans. Les lieux de refuge que nous avions étaient chaque fois fouillés, même par des chiens. Et la traque était d'une violence sans précédent que l'oublier, c'est oublier d'où nous venons. Et ce qui est encore très très tragique, c'est que les endroits qui pouvaient être des lieux sûrs, comme les églises, furent des lieux d'abattoir. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Que même l'Église, à un moment donné, sert de piège pour massacrer le plus grand nombre de personnes, hommes, femmes, enfants, prêtres, sœurs religieuses. Il suffisait d'être Tutsi et vous étiez promis à la mort. La mémoire de ce génocide, sa lecture et le rappel des faits et ce dont Ibuka Mémoire et Justice a comme mission, afin de contribuer à ce que nul autre ne tombe dans le piège d'une haine qui commence insidieusement en montrant l'autre comme étant un danger et une cible à éliminer. La haine a été instillée et aujourd'hui, pour rester debout, nous devons arracher toute germe de haine. Parfois, elle peut se manifester d'une façon très subtile, juste à partir du moment que l'autre est un problème et qu'on ne sait pas s'asseoir pour réfléchir ensemble, et on pourrait se retrouver dans les mêmes pièges d'hier. Je voudrais bien nuancer les choses, je ne dis pas que chaque ressentiment provoque un génocide, mais un génocide commence quelque part, par des petites choses. Des choses peut-être subtiles, mais certainement des choses. Il n'est pas question donc d'oublier que cela fut. Et c'est important aujourd'hui, en transmettant la mémoire à nos enfants, d'éduquer à être éveillés aux stéréotypes, à toutes ces petites choses qu'on peut simplement jeter sur la voie publique, des propos racistes, des propos qui sont divisionnistes. Et je pense qu'en tant que rescapés, nous sommes mieux placés pour vous rappeler cela. Nous sommes mieux placés pour vous dire que nous avons subi ces choses et que le choc est tellement énorme que pour rester debout, nous nous fixons des objectifs de vous le rappeler et de vous dire que nous sommes encore là pour dire, voilà, nous sommes des flambeaux, nous sommes des bannières au cas où quelqu'un l'aurait oublié. Il reste encore un chemin de justice, oui, et le soutien dont nous avons besoin dans ces pays, c'est de se mettre du côté de rescapés et de se dire que s'il y a encore un bourreau qui se balade, qui est sous mandat d'arrêt, eh bien que les choses soient faites pour que cette personne soit jugée ou extradée. Ce chemin de justice, nous ne pouvons pas le mener seul. Nous ne pouvons pas mener et le chemin de vie, de survie, de transmission, et en plus le fardeau de justice seul. Donc nous en appelons quand même à la solidarité, nous en appelons à toutes les initiatives possibles pour que, aujourd'hui, ce qui est mis en place comme reconstruction au Rwanda, et même dans les vies des rescapés, ne soit pas détruite par, encore une fois, une indifférence, car l'indifférence a tué au Rwanda. Nous voulons rendre hommage aussi à toutes ces mains tendues
vous savez que s'il y a quelques rescapés qui ont survécu, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont positionnés pour dire non. L'autre n'est pas Tutsi et moi je ne suis pas Hutu, je suis un humain et je vois en face de moi un humain être massacré. Il est important de le rappeler, et bien souvent nous entendons la parole des négationnistes qui disent que les Tutsis mentent, les rescapés exagèrent dans leurs histoires, mais c'est important de l'entendre de la bouche du rescapé. C'est nous qui sommes les premiers à reconnaître ceux qui nous ont fait du bien hier. Et c'est nous quand même qui sommes aussi bien placés pour vous dire non, ils n'étaient pas tous bons. Même ceux qui étaient parrains la veille ont tué leur filleul. Et ça, c'est important de le dire. C'est important de le dire que le plan avait presque réussi parce que ceux qui croyaient être les amis de Tutsi la veille les ont tués le lendemain. Et lorsque nous le disons, nous déplorons ces choses-là, c'est pour enfin dire que l'homme est capable de choses incroyables, merveilleuses, mais du pire aussi. Et donc en faisant attention, on ne fait pas plutôt attention à l'autre, mais à soi-même. Et merci Angélique de donner ce message pour les rescapés. J'abonderai dans le même sens, c'est que pour rester debout, il faut être debout, vivant, et faire attention que nous ne portons pas les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Notre devoir est d'insister que les actions soient menées et pour la reconstruction des rescapés et pour, de l'autre côté, pour la justice et pour la mémoire. Nous rendons hommage à tous ces militaires qui se sont donnés, ne sachant même pas à quelle aventure ils allaient, mais grâce auxquels le Rwanda fut libéré. Le Front patriotique rwandais avançait petit à petit. Et j'aime bien ce poète allemand qui dit que là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Le Rwanda a été sauvé par les exilés d'antan, ceux qui avaient été chassés du pays. Si nous devons reconnaître les faits pour transmettre la mémoire, c'est un fait qui parle de lui-même et le redressement du pays le doit à ces jeunes qui y ont avancé avec une vision de libérer un pays afin que le cycle dont on aurait parlé tout à l'heure s'arrête net. Et aujourd'hui, nous pouvons être sûrs au moins que si les gens rentrent vraiment dans la vision qui est donnée, il n'y aura plus jamais de génocide, ni au Rwanda, ni ailleurs, si on écoute nos messages. Donc, nous terminons avec peu de mots finalement à vous communiquer, mais une reconnaissance certaine que 25 ans plus tard, nous avons des enfants. 25 ans plus tard, nous avons pu remonter peut-être une certaine douleur qui pouvait nous ensevelir, mais c'est une douleur qui peut-être nous porte pour aller de l'avant. Cette douleur, je voudrais peut-être le dire aux rescapés, on ne peut pas se leurrer, elle ne va pas disparaître d'un coup. C'est vrai qu'on peut revenir dans la vie, avoir quelques moments de joie, de bonheur, et d'ailleurs, parfois oublier tout ce qu'on a vécu, mais elle nous étreint au moment où nous nous y attendons le moins. Et donc c'est une douleur qu'on devra gérer comme une maladie incurable, mais qu'on peut gérer et finalement vivre. Donc Ibuka Mémoire Justice aujourd'hui pourrait quand même transmettre de l'espoir. Un espoir de vie, un espoir de reconstruction, un espoir de plus jamais ça. Et nous ne serons pas porte-parole de tous ceux qui détruisent la mémoire. Et je pense que la bonne mémoire, c'est celle qui abonde dans la bonne vie. Je vous remercie.